Alors, je cède la parole à Monsieur Olivier Brochet, directeur général de l'AEF. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame la députée. Merci pour votre invitation. Mesdames et messieurs, je suis évidemment très heureux de pouvoir intervenir au nom de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dans le cadre de ce colloque. Avant de parler des zones de croissance, je crois qu'il faut d'abord partir d'un état des lieux sur la situation du réseau, puisque le contexte par rapport au moment où nous avons lancé ce plan de développement a été singulièrement bouleversé. Les effets de la pandémie sur le rythme de croissance se sont évidemment ressentis, puisque les difficultés économiques des familles, leurs incertitudes, le départ de très nombreux expatriés français et étrangers ou leur non-arrivée dans les pays, le renoncement provisoire d'un certain nombre de familles à inscrire leurs enfants en maternelle, tout ceci a eu des effets évidemment sur le réseau, et 60% des établissements du réseau ont été touchés par des baisses d'effectifs l'année dernière qui sont assez conséquentes, de l'ordre de 14 à 15 000 élèves en moins dans ces établissements qui sont naturellement en train de se restructurer et de reprendre leur souffle, je dirais. Et puis par ailleurs, la pandémie a eu un effet sur notre propre mécanique d'accompagnement de la croissance du réseau, puisque nos missions, notre mobilité a été très perturbée depuis 18 mois, que ce soit pour les missions du service d'appui au développement du réseau, pour les missions d'inspection d'homologation. Il a fallu trouver de nouvelles modalités pour accompagner tout ce réseau. Cela étant, le bilan que l'on peut faire après presque 18 mois de pandémie, c'est que le réseau a fait preuve de résilience grâce au soutien majeur de l'État. Mathieu Perrault le rappelait, et nous sommes actuellement dans la 3e phase de soutien aux établissements du réseau et aux familles. Grâce à l'engagement de l'AEFE aux côtés de toutes les équipes pédagogiques dans tous les établissements du réseau pour les aider à affronter cette crise. Et puis grâce surtout, et il faut leur rendre un immense hommage, à toutes les équipes sur le terrain, les équipes de direction, les équipes enseignantes et tous les personnels qui ont permis à leurs établissements de s'adapter à cette crise totalement inédite et à s'organiser pour répondre au mieux aux demandes des familles. Le résultat, c'est que malgré l'intensité de cette crise, les effectifs à l'échelle du réseau sont stables, aucun établissement n'a fermé et nous suivons de très près les établissements qui rencontrent des difficultés. Nous allons signer dans les prochains jours ou les prochaines semaines 4 ou 5 conventions temporaires pour accompagner des établissements qui sinon seraient en très grande difficulté. Et puis, la dynamique de l'homologation a pu être préservée en 2020 et en 2021 avec de nouvelles modalités. Et donc, je pense que l'année 2021-2022, si la pandémie, évidemment, est contrôlée et permet une reprise de l'activité à peu près normale, sera une véritable année de reprise du développement dans le réseau, parce que nous aurons d'abord une reprise, je dirais, naturelle, avec le retour des expatriés qui actuellement manquent dans le réseau, la reprise des maternelles, surtout dans beaucoup d'établissements, qui pourront à nouveau accueillir les enfants plus facilement, et puis véritablement les premiers effets de la mise en œuvre du plan de développement sur lequel nous avons travaillé durant toute cette période, et pour mettre également en valeur les acquis des innovations de tous les établissements, de cette innovation tout à fait exceptionnelle que nous avons pu noter dans tout le réseau durant ces années de crise. Et puis je crois que l'on peut dire que d'une façon générale, l'image de l'enseignement français sort renforcée de cette période, parce qu'il a résisté, parce qu'il a innové, et puis parce que tout le monde a vu que l'État, un opérateur public, était derrière chacun des établissements, qu'aucun n'était laissé seul face à l'adversité. Et je crois que c'est très positif vis-à-vis d'autres acteurs extérieurs qui seront intéressés pour rejoindre notre réseau. Alors le potentiel est très fort, on l'a vu dans ces messages, et Mathieu Perrault le rappelait, en Égypte, au Maghreb, qui seront encore pendant de longues années, je pense incontestablement, les moteurs les plus marqués de la croissance dans le réseau.
Je crois qu'il y a aussi un potentiel assez marqué en Afrique, mais nous dépendons plus des conditions économiques qui sont très, très changeantes. Mais nous avons vu que dans cette crise sanitaire, par exemple, le réseau éducatif en Afrique a bien résisté, malgré le départ d'expatriés en grand nombre dans certains pays. Et puis ailleurs, effectivement, l'approche, c'est celle d'une approche pays. Et grâce à tout le travail qui a été mené par les ambassades en lien avec nous pour établir des véritables plans éducation pays qui permettent d'identifier le potentiel, les besoins, les difficultés à surmonter et d'assurer surtout les bases d'un bon développement avec une concurrence, je dirais, saine entre les différents acteurs de l'enseignement français à l'étranger. Donc, ce potentiel, il est diffus, il est un peu partout, je dirais, il faut le suivre. Alors, il y a évidemment un problème majeur aujourd'hui, en revanche, pour l'enseignement français à l'étranger, et qui restera encore pendant quelques années. Il faut le garder à l'esprit, c'est la situation libanaise. Le premier réseau d'enseignement français à l'étranger est aujourd'hui dans une situation très inquiétante du fait d'une crise qui va bien au-delà de la crise de la Covid et qui aujourd'hui doit vraiment mobiliser toutes nos attentions parce que ce réseau historique, fondamental, qui a une importance géopolitique évidente, est aujourd'hui en danger durable, ce qui nuira évidemment à la réalisation aussi de nos objectifs plus généraux. Il vous reste 1 minute, monsieur le Voilà. directeur. Alors, pour cette dernière minute, je voudrais la concentrer sur la question de la qualité. Hein. Évidemment, je suis convaincu que le développement de ce réseau, c'est une priorité et une bonne chose, une priorité diplomatique, Mathieu Perrault l'a rappelé, et une priorité aussi pour pouvoir répondre aux attentes des communautés françaises. Et nous sommes au croisement, en fait, dans le développement de ce réseau, au croisement de nos intérêts pour la démocratie, pour le développement durable, nos intérêts économiques, nos intérêts linguistiques, culturels, au croisement de ces intérêts avec les intérêts des pays qui nous accueillent, qui cherchent pour leurs enfants une formation de haute qualité, une ouverture sur le monde. Les mots sont revenus dans différentes interviews. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut développer, mais comment développer ce réseau pour garantir sa qualité et s'assurer du respect des valeurs. C'est en fait la mise en œuvre de tout le travail qui a été effectué dans l'élaboration du plan de développement de l'enseignement français à l'étranger, sur lequel nous sommes extrêmement actifs, le travail en amont avec les ambassades, avec le service d'appui au développement du réseau, le travail de sélection des candidats qui se fait dans le cadre de la commission interministérielle, qui mène un travail très rigoureux, qui n'a absolument pas été remis en cause ni par les perspectives d'extension du réseau, ni par la crise que nous traversons. Un travail de régulation qui est confié à l'agence pour garantir l'unité du réseau, tout en respectant les différences et la richesse de ce réseau. La formation, qui est absolument essentielle, et nous avons travaillé depuis 18 mois à la mise en place des instituts régionaux de formation qui sont maintenant prêts à fonctionner. Il manque juste un cadre législatif qui nous permette de le lancer. Un renforcement de l'interaction entre toutes les équipes dans le réseau, et c'est pour cela qu'au mois de septembre, nous lancerons un nouvel outil, un intranet pour les personnels du réseau, pour les 40 000 personnels du réseau, quel que soit le statut des établissements. Cet outil s'appelle Orion. Et puis, évidemment, tout un travail sur le contrôle pour garantir le renouvellement de l'homologation. J'ajouterai la question du financement de l'immobilier qui a progressé pour les établissements partenaires et conventionnés, puisque maintenant la garantie de l'État peut à nouveau être attribuée, qui reste problématique en revanche pour les établissements en gestion directe. Voilà, très rapidement, je vais m'arrêter là, mais j'aurai encore beaucoup à dire.